Oui, il y a des accessoires. Je vais, juste avant de commencer, prendre quelques cobayes dans la salle. Je suis désolé. Je ne suis pas sûr qui ça va tomber. Déjà, mes collègues. Tiens. Voilà. Hop. Allez. J'en ai encore là. C'est un petit cadeau. Les échantillons que je vous ai remis, c'est les mêmes que celui-ci. Il y en a beaucoup là. Si vous les ouvrez et que vous enlevez le petit capuchon, que vous les preniez, mettez votre doigt, vous les retournez, vous allez sentir que c'est un peu gras. D'accord ? C'est pas de l'eau, pourtant si vous le sentez, il n'y a pas d'odeur, ou très très peu. C'est 100% biodégradable. C'est non toxique pour la faune et la flore. C'est non cancérigène. C'est comestible. C'est pas digeste. C'est comme du chocolat. Si vous en mangez 1 kilo, vous allez être malade. Mais ça, c'est du carburant de synthèse. Ça a été fabriqué avec des déchets. C'est ce dont on va parler maintenant. Si je retrouve la télécommande. Là, voilà. Donc, je m'appelle Grégory Romano. Je travaille dans une entreprise qui est basée à Monaco depuis 1896. Entreprise, pas moi. Donc, elle date du 19e siècle. Historiquement, elle vendait du fourrage pour les chevaux de calèche de la principauté. Elle a évolué avec son temps. Elle a vendu des carburants fossiles donc, pendant plus de 100 ans. J'en ai pris la direction en 1996 et ça ne me plaisait pas de vendre du carburant fossile. C'est un problème. J'ai cherché à comprendre comment on pouvait faire pour arrêter ça. Je me suis intéressé à l'énergie, je me suis intéressé à différentes sources qui permettraient de transitionner au maximum nos systèmes. J'ai regardé l'hydrogène, j'ai regardé les carburants de synthèse électrique, ce qu'on appelle les e-fuels, ce qui va devenir maintenant les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, donc on entend un peu parler à la télé en ce moment. Et les rendements ne sont pas bons. On y reviendra tout à l'heure, mais le rendement de l'hydrogène, pour faire avancer une voiture, il tourne à peu près à 10%. Un e-fuel, il faut fabriquer en plus de l'hydrogène du monoxyde de carbone en prenant du CO2 dans l'air et en enlevant un oxygène. Ça fait chuter les rendements. Un e-fuel a un rendement de 6%. Donc vous détruisez 94% de l'énergie. Bon, est-ce que c'est des innovations? Est-ce que c'est de l'illusion? On verra ce que vous en pensez à la fin. Nous, on a décidé d'utiliser nos poubelles, les vôtres, et de les transformer en carburant. Je fais une petite pause, je vais vous parler de 1940. 1940, il y a un embargo sur le pétrole pour nos amis allemands à l'époque nazie, qui avait déjà commencé un peu la guerre, et le seul producteur de pétrole au monde à ce moment-là, c'est le Texas. L'Arabie Saoudite, tout ça, c'est les années 50. Donc les Américains font un embargo aux Allemands. Les Allemands, ils n'ont plus de pétrole pour attaquer l'Europe. Et il y a 2 ingénieurs allemands, Fischer et Tropsch, qui disent « Je suis capable de liquéfier du gaz de synthèse, mais il faudrait que vous me gazéifiez du charbon. » Donc ils ont gazéifié du charbon sous forme de gaz de synthèse. Ils les ont liquéfiés en gasoil paraffinique. Ils ont fait 12 usines dans toute l'Allemagne, dont c'est la seule photo que j'ai pu trouver depuis toutes ces années, les usines Politz. Et avec ça, ils faisaient 12 millions de litres par jour et ils ont envahi l'Europe. Donc, ils ont innové pour survivre. Aujourd'hui, nous, on a des tas de problèmes de manque d'énergie, de systèmes qui sont ultra performants mais qui s'effondrent rapidement. On en reviendra tout à l'heure. Donc, par contre, les déchets, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps. À chaque fois qu'on produit, on produit des déchets. Donc, on a une ressource presque infinie en permanence. Donc, c'est ce qu'on a essayé de travailler depuis à peu près les années 2008-2009. Je reviendrai aussi après. Donc, à Monaco, c'est une réalité. Je vais vous en parler. Je vais déjà vous faire un petit spoiler. 94% de tous les carburants qu'on utilise à Monaco ne sont plus du pétrole. Donc pourquoi il faut changer? On va prendre un exemple, celui des plastiques. 5% des plastiques dans le monde sont recyclés. 95%, pas du tout. Ils sont enfouis ou incinérés, au mieux incinérés, au pire enfouis. En Europe, on pourrait imaginer que c'est bien mieux. Non, 10%.
et en France un peu moins, 8%. Donc, par exemple, les plastiques, il va falloir trouver une valeur à leur donner. Donc, on a très vite compris qu'il fallait changer de système. On était basé jusqu'à maintenant sur des systèmes qui sont performants, c'est-à-dire des raffineries gigantesques, des pipelines, des grands tankers. Mais les systèmes performants, ils ont un problème, c'est que dans un monde fluctuant, ils s'effondrent. En gros, je vous explique ça rapidement. Vous avez tous vécu la grève de novembre 2023. Vous avez vu ce qui s'est passé en quelques jours. À la fois le manque de carburant instantané, parce qu'on est sur des systèmes hyper centralisés. Il suffit de bloquer une dizaine de points en France et vous n'avez plus de carburant pour circuler, pour les ambulances, pour les taxis, pour la police, pour les bus, pour le ramassage des ordures. Ça s'est arrêté instantanément, quasiment. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, vous avez eu une guerre qui a fait monter le prix du gasoil à 2,50 €, 3 € à Paris, et plus personne n'a pu se payer de l'énergie pour essayer de vivre normalement. Donc on est sur des systèmes qui étaient hyper performants, mais dans un monde fluctuant. Alors fluctuant, ça veut dire qui est instable, ok, mais imprévisible. Vous ne pouvez pas le gérer, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Donc on a décidé de faire des systèmes robustes, ce qu'on appelle maintenant de façon moderne la résilience. Donc un système robuste, c'est de pouvoir s'adapter, de récupérer les déchets là où ils sont, de faire des systèmes décentralisés. On se rapproche des déchets au lieu de faire des systèmes de transport. On va créer des déchetteries, des petites déchetteries. On ne va pas essayer de ramasser toutes les choses jusqu'au même endroit. On ne va pas essayer de les séparer, de les traiter. On va faire un système où les déchets qui sont complexes, toujours mélangés, je vais pouvoir les mettre dans une machine et faire du carburant avec. Et de façon, surtout, on va dire performant, mais j'allais dire efficace. C'est-à-dire utiliser très peu d'énergie pour récupérer l'énergie qui est dans le déchet et la mettre dans un carburant. Donc, on est capable de traiter beaucoup de déchets, je vais y revenir après. On le fait en circuit court. On est résilient aux fluctuations mondiales. En fait, il peut se passer n'importe quoi dans le monde, on s'en fout, on prend nos déchets. Du moment qu'on n'utilise pas beaucoup d'énergie pour les transformer, déjà, ça ne va pas nous coûter cher. On en parlera à la fin. Et on va faire du carburant, on va le donner à tout le monde, ou presque. Et voilà, donc on redonne de l'autonomie énergétique au territoire. Imaginez un territoire sur lequel vous avez une cinquantaine de systèmes comme cela. Vous n'avez plus besoin de transporter les énergies, elles vont se produire aux différents endroits. Aujourd'hui, en France, il reste une quinzaine de raffineries. Si vous les fermez, si vous les bloquez, s'il y a une guerre et qu'ils les détruisent, ben, vous n'avez plus rien. Donc nous, on n'a rien inventé. Vous avez vu, 1940, ils avaient déjà trouvé comment il fallait faire. Donc on a repris ces technologies des années 40. On n'est pas les premiers à l'avoir fait. Il y a aujourd'hui 3 gros acteurs européens qui utilisent ces mêmes technologies à grande échelle, de façon performante, mais peut-être pas robuste. Vous avez Eni à Barcelone, vous avez Eni à Venise, Repsol à Barcelone, et puis le Apple de ces carburants de synthèse qui s'appelle Neste, qui est à Rotterdam, qui est un groupe finlando-danois. Mais c'est des systèmes gigantesques qui coûtent 1,5 milliard par usine, qui produisent des centaines de millions de tonnes. Et qui sont encore dans un système de performance. Et nous, on a voulu faire des petits systèmes adaptables qui font 5000 tonnes par an, qui utilisent 3 étapes principales. Il y a une étape, on va dire, de pré-traitement des produits pour les rendre adaptables aux réacteurs que l'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle Pure Flow, qui est en fait tous des systèmes de machines pour faire en sorte que ces déchets soient digérables par nos réacteurs. Les réacteurs eux-mêmes, qui sont en fait des technos basiques de catalyse et de pyrolyse, mais efficaces. Petite taille, petit réacteur. Vous avez une photo d'un de nos réacteurs. Tous les petits fils verts, c'est ce qui stabilise les réactions à l'intérieur des réacteurs. Ces réacteurs, ils sont d'une taille maximum de ce rond rouge. Ils ne pourront pas être plus grands parce que si on les fait plus grands, nos rendements s'effondrent. Donc, pour avoir des rendements efficaces et avoir une technologie robuste, ils sont petits et donc ils sont en rupture avec ce qu'il y a aujourd'hui dans ce marché. Mais c'est pas grave. Donc, et ensuite, le post-traitement qui est le plus important, c'est CleanStep. C'est un système, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien, qui permet de faire en sorte que ce carburant-là aille dans tous les moteurs, diesel pour l'instant, essence aussi, mais diesel,
sans les adapter, sans les modifier, sans avoir rajouté un truc dans votre voiture. Et on y arrive, on est 100% compatible avec tous les moteurs du monde entier. Donc le rendement, alors l'efficacité, c'est ça que je voulais vous en parler. Il faut attirer votre attention. Je vous ai dit tout à l'heure, l'hydrogène, l'e-fuel, il y a des problèmes de rendement. Aujourd'hui, avec 1 kg de déchets et 1 kWh d'énergie, on fait 1 litre de carburant. Et dans 1 litre de carburant, il y a 10 kWh d'énergie. On n'est pas des magiciens, vous êtes tous des ingénieurs. L'énergie provient du déchet. Mais celle-là, elle est gratuite. Hein. Elle ne me coûte rien. Ce qui me coûte, c'est l'électricité que j'utilise. Parce que c'est de l'électricité. On utilise 1 kWh d'électricité pour transformer 1 kg de déchets en 1 litre de carburant. Donc, l'Université de Hambourg, avec qui je travaille et avec qui j'ai investi dans le développement de ces technologies, nous a fait un petit dessin qui n'est pas très utile pour vous. Donc, on va essayer de trouver une idée de vous traduire ça en termes plus concrets. On va prendre la plateforme de la 208. La Peugeot 208, elle est géniale parce qu'elle existe en diesel, en hybride électrique et essence, et en 100% électrique. Donc, une électrique, elle a besoin à peu près de 15 à 20 kWh pour parcourir 100 km. Gardez ça en tête. Je vous ai dit il y a 5 minutes qu'il nous fallait 1 kWh pour produire 1 litre de carburant. Et la même voiture, diesel, consomme 4 litres au 100. Donc, elle consomme 4 kWh. 5 fois moins que votre voiture électrique. Si vous vouliez calculer son bilan carbone, sans parler de la fabrication de la voiture, de ses batteries et de tout, vous voyez que déjà on est meilleur. On est meilleur en plus parce qu'on va utiliser les 40 millions de véhicules qui sont déjà en circulation en France et on va pouvoir les décarboner de 96%. Parce qu'on part d'un déchet, son bilan carbone est à 0 g, on n'utilise que 1 kWh d'énergie, donc vous imaginez que notre bilan, il est tout petit. Donc, on a utilisé aussi 42 kg de déchets. On a résolu une partie du problème des déchets. Il n'y a pas besoin de les enfouir, il n'y a pas besoin de les incinérer bêtement. Le rendement d'un incinérateur, c'est 40%. Notre rendement, c'est 96%. Donc, 4-5 fois moins d'énergie qu'un véhicule électrique, on l'a dit. Le bilan carbone par rapport à un véhicule électrique, donc c'est 4 fois moins. Mais par rapport à un véhicule électrique, en France, l'électricité en Allemagne, c'est 600 grammes de CO2 par kilowattheure et en France, c'est 60. Donc en Allemagne, on est 12 fois meilleur. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, les déchets, le problème, c'est qu'ils sont tous mélangés. Il va falloir trouver une machine, faire une technologie qui accepte tout, sans avoir à s'embêter à tout séparer, à tout transformer. Donc on a rendu robuste notre machine. Et aujourd'hui, on utilise, par exemple, bon, comme ça c'est facile, les huiles de restauration, c'est ce qui est le plus facile à transformer. Les graisses animales, issues de l'équarrissage ou du poisson, beaucoup de poissons en ce moment, et des plastiques complexes. Je donne un exemple de plastique complexe, il y en a beaucoup. Mais par exemple, recycler un pare-choc de voiture. Un pare-choc de voiture, c'est 4 plastiques différents et du métal, collés, mélangés. Personne ne s'amuse à le faire, il les prenne, il les broie, il les incinère, et c'est fini. Nous, non. Avec un pare-choc, 1 kg, on fait 1 litre et 1 kWh. Donc on prend tout, un polyuréthane, des polystyrènes expansés, personne ne veut recycler les polystyrènes expansés. Et on prend les bouts de centrale d'épuration. Je sais, c'est pas très ragoûtant, mais c'est une chaîne hydrocarbonée, très dense, elle est sèche quand on nous l'amène, et avec on fait un carburant. On utilise aussi l'huile de tall. Alors ça, c'est la fabrication du cartonnage. Bon, il génère une huile et cette huile est très pratique pour nous. Et après, tous les déchets inocellulosiques. Alors on peut imaginer la tige de blé une fois que vous avez ramassé le blé. Mais par exemple, on peut imaginer votre marc de café. On peut imaginer le mou après avoir fait de l'huile d'olive. On peut imaginer la coquille de la noix de cajou une fois que vous avez récupéré votre noix de cajou. On peut imaginer des aiguilles de pin. Personne ne recycle des aiguilles de pin, personne ne recycle des pines de pin. Donc tout ça, on peut l'imaginer, le transformer et en faire ce carburant. Il est là, hein, il y a quasiment 4% de l'inocellulosique à l'intérieur. Donc, et ensuite, un truc que personne n'aime recycler, c'est les pneumatiques, pour plein de raisons. Ça, par contre, nous, en synthèse, c'est très facile à faire. Pire que tout, les pneumatiques génèrent entre 20 et 30% d'un truc en chimie qu'on appelle le petcoke. Et quand il est pur, ça s'appelle du carbon black. Et le carbon black sert à 3 choses. Il sert à fabriquer du lithium, il sert à faire des encres d'imprimerie, et il peut aussi servir à refaire du pneu.
Donc si par exemple on me donne des pneus, je rends à Michelin 30% de carbone black pour refaire du pneu. Il me rend un pneu, je lui rends. Donc je viens de séquestrer 30% de bilan carbone pour toujours. Donc ça veut dire que quand je fais du pneu, en plus des 95% d'économie de CO2 liées à l'évitement, en séquestration, j'ai encore 30%. Donc je deviens carbone négatif, je suis puits carbone sur le recyclage des pneus. Sur d'autres produits, non, parce qu'il y a moins de séquestration. Mais par exemple, sur le linocellulosique, il y a une autre séquestration, dont je ne vais pas parler, qui est le biochar. Le biochar, c'est pareil, c'est un carbone ultra pur, mais biologique, que l'on peut utiliser comme engrais, à la place des engrais basiques. Et donc, à vie, vous allez mettre votre biochar dans le sol, et il va rester là. Donc, vous avez séquestré pour toujours un bilan carbone. Et le dernier, par exemple, le Tetra Pak. Avant-dernier. Tetra Pak, c'est embêtant. C'est du carton et du plastique collé avec de l'aluminium. Enfin, personne n'adore ça, et nous, ça va très bien. Donc, on s'est concentré sur des solutions à des problèmes qui étaient difficiles à résoudre. On n'est pas allé prendre les plus faciles et voilà, tout le monde le fait. Donc on s'est concentré sur ce qui est compliqué. On prend tout sauf le PVC, parce que le PVC, il y a du chlore, le chlore, ça rouille, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc le rendement massique, il est tout simple. Avec 1 kg de déchets, on fait à peu près 1 litre de carburant avec une densité de 0,80. Donc vous imaginez qu'il y a à peu près 20% entre guillemets de perte à la fois de matière ou énergétique. Quand il y a une perte de matière, il n'y en a pas. Je vous ai expliqué qu'on fait de la séquestration. Et énergétique, c'est les 5, 6, 7, 8% de perte d'énergie qu'on a dans notre système. Donc tout ça, ce n'est pas une utopie. On avait présenté en 2007 à la Fondation Albert II ce projet. Au début, tout le monde a rigolé, gentiment, mais rigolé. Et ça s'appelait Zéro Fossile 22. Et on disait, dans 15 ans, en tout cas à Monaco, on aura transitionné la totalité de l'utilisation des carburants fossiles. Et on a réussi à le faire en avril 2020. En avril 2020, la totalité de notre clientèle sur la principauté de Monaco avait arrêté de consommer du carburant fossile. Alors notre clientèle, c'était quoi? C'était des immeubles, du yachting, des engins de chantier, des groupes électrogènes, des véhicules de la mairie, du ramassage des ordures. Voilà. Tous ces gens-là ont transitionné. On les a presque obligés, parce que dans les années 2016, on leur a demandé. Et en fait, petit à petit, on leur a dit, écoutez, c'est simple, c'est soit ça, soit il y a d'autres gens qui vont vous livrer des carburants fossiles, nous on arrête. Et on a réussi à transitionner tout le monde, à ne perdre personne, et à multiplier notre activité avec notre action en France par 8. Donc ça veut dire que c'est faisable. Bon, on l'a fait aussi parce qu'on est à Monaco, que c'est plus facile, que le souverain nous a soutenus depuis le premier jour, qu'il a accepté de faire des choses qui étaient entre guillemets illégales, parce qu'il n'y avait pas de réglementation qui entourait cela. On a ouvert la première station d'essence publique à Monaco en 2019, et ça a été dans la réglementation française qu'en mai 2024. Et donc de 2019 à 2024, Monaco, c'est un peu difficile. On est quand même sous réglementation française, on est sous douane française. Ce n'est pas un pays complètement autonome. Donc il a fallu beaucoup d'efforts de la part du souverain pour qu'on soit libre de faire ce qu'on veut. Et on a réussi. Et quand la France a ouvert le marché public, c'est-à-dire pouvoir ouvrir des stations d'essence à tout le monde, on a ouvert la première station à Grasse, qui maintenant marche très très bien. Elle a multiplié son activité par 4. Donc je vais aller un peu vite parce que ça fait longtemps que je parle. Et je vais juste passer à la conclusion. Et juste avant la conclusion, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, donc, il y a 13 millions de voitures en Europe qui roulent avec des carburants de synthèse. Vous n'en entendez pas parler. Mais tous les points rouges, ce sont des stations d'essence. En Europe, il y en a 4000 qui distribuent à tout le monde des carburants de synthèse. En France, vous avez vu, il y en a une vingtaine. Sur cette vingtaine, il y en a 15, c'est que des camions. Donc ça fait 15% de la mobilité. En Californie, 80% de tous les diesels sont des carburants de synthèse. Maintenant, voilà, c'est fini, je vais répondre à 2 questions, en général, que les gens se posent. C'est combien ça coûte et y en a-t-il pour tout le monde? Donc, combien ça coûte? Moins cher que le pétrole. Donc c'est un carburant en plus qui est social. Et y en a-t-il pour tout le monde? Ben non, parce qu'on est limité à la quantité de déchets disponibles à un instant T. À peu près, c'est 40% de la demande, ce qu'on est capable de faire en une dizaine d'années. Voilà, j'ai fini, je vous remercie beaucoup.
En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées.